Y a-t-il des dossiers intéressants dans les large caps européennes? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec notre sélection. Je suis allé sur Companies Market Cap, un site qui est assez bien fait, assez joli. Je suis allé sur European Union pour changer un petit peu. Comme ça, on va prendre les large caps européennes. Je vais enlever celles qu'on a déjà couvertes, hein, donc les françaises. J'ai déjà refait la revue pour le mois d'août. Donc on va prendre SAP, ASML, Prosus Non Holding, on va prendre Novo Nordisk, Siemens, Deutsche Telekom, Accenture, c'est éligible le PEA, Accenture, Allianz, Inditex, Eaton et Spotify. Spotify, j'ai un doute, hein, je ne sais pas si c'est éligible PEA, mais comme c'est coté le siège social est en Suède, je pense que c'est éligible PEA. À vérifier. Allez. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. On passe en revue les colonnes, symboles de cotation boursière de l'entreprise, nom de l'entreprise, son industrie, market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, ratio court sur actifs tangibles. On va regarder ça surtout pour Allianz, pour les autres, c'est pas très intéressant. Rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité opérationnelle, rendement des fonds propres. À nouveau, on regardera ça pour Allianz, puisque rendement des fonds propres, c'est plutôt pour les financières. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, s'il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net pour valider le payout ratio, puisque le payout ratio est la proportion de bénéfice net versé en dividende, mais il faut se rappeler que ce sont les free cash flow qui payent les dividendes. Première entreprise de la liste, c'est le géant mondial du logiciel ERP, c'est SAP, donc la première société allemande, première société européenne apparemment. Donc on est sur 330 milliards de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on va dire qu'il y a un bon fond de croissance. Les multiples sont complètement au plafond. 26 en VE sur EBITDA, 43 en PE, 44 en price to free cash flow. Le marché s'attend à une croissance énorme, sinon je ne comprends pas pourquoi ça se paye aussi cher, puisque la valorisation, enfin la croissance, pardon, est plutôt moyenne. Rentabilité correcte, mais pour du logiciel, c'est pas exceptionnel, hein, donc on est à 12% de rendement des capitaux investis. Cash net au niveau du bilan, donc pas de dette à signaler. 1% de rendement du dividende avec un payout ratio à 42%. Donc le dividende n'est pas très intéressant. Pourtant, ça mange quand même une bonne partie des bénéfices nets. Hein. C'est parce que l'action se paye très cher. Donc moi, SAP, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est une société de croissance. Et quels sont les relais de croissance dans l'ERP, qui est quand même un secteur qui est plutôt mature, hein, qui est très mature, même si SAP a la part de marché la plus grande. Moi, je suis plutôt à l'écart de SAP. Je trouve ça trop cher. ASML, donc là, on est sur le leader mondial des machines de gravure pour les semi-conducteurs. Donc c'est l'entreprise qui a le plus d'avance technologique. Tous les fondeurs sont clients d'ASML, qui a un monopole quasiment. Superbe entreprise. Côté aux Pays-Bas, 270 milliards de dollars de market cap, 20% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, et ça s'arrête pas. La croissance est énorme. Et pourtant, le multiple, je les trouve pas si chers pour une société de croissance. 18 en VE sur EBITDA, 25 en PE, 25 en price to free cash flow. Le marché est quand même pessimiste avec ASML, j'ai l'impression, parce que les multiples, ils sont quand même historiquement plus élevés que ça, donc c'est peut-être un bon timing actuellement. Rendement des capitaux investis, 34%, exceptionnel. Rendement des fonds propres, très bon. Cash tête sur le dossier, donc rien à signaler. Au niveau de la dette, 1,06% de rendement du dividende avec un payout ratio à 27%, donc c'est très soutenable et on pourrait même passer facilement à 2% de rendement du dividende sans problème sur ASML. Très bon dossier. Il y a un moat énorme, hein, donc un avantage concurrentiel exceptionnel. Que pour moi, c'est bon, après bien sûr, c'est de la croissance, donc dès qu'il y a de la déception sur la croissance, ça tombe assez vite, mais vu que les multiples commencent à être plutôt raisonnable, ça reste cher, hein, on s'entend, mais c'est par rapport à l'historique, ça devient raisonnable. Donc, il y a de moins en moins de risques sur ce dossier et pourtant il y a un boulevard de croissance. Donc moi, je suis, très, favorable à du ASML en portefeuille. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Le prochain dossier, c'est Novo Nordisk. Donc la pharma, alors danoise, c'est, en gros, une boîte qui a eu une croissance du cours énorme, et puis hop, tout s'est arrêté avec en fait, les médicaments anti-obésité. Donc, ils ont été dépassés par Eli Lilly. Donc, forte concurrence dans ce segment. On est sur un laboratoire pharmaceutique, hein, donc attention aux risques spécifiques sur les labos pharmaceutiques. Hein. Moi, je n'investis pas dans ce secteur. Pourtant, en revanche, au Novo Nordisk, c'est très qualitatif. Hein. 215 milliards de dollars de market cap, 19% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans.
10 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 19 en price to free cash flow. C'est pas très cher. Honnêtement, c'est pas très cher pour une bonne boîte de croissance. Rendement des capitaux investis énorme, 58%, c'est très bien. Rendement des fonds propres à 88%, je pense que ça, c'est parce qu'ils rachètent leurs actions pour les annuler. Enfin, j'en suis sûr, hein. Donc, ils réduisent le capital, hein. Donc, le rendement des fonds propres, c'est bénéfice net sur capitaux propres. Si le capital propre diminue, bon, ben, forcément, ce ratio explose. 0,5 fois les EBITDA en dette nette, donc assez léger, rien à signaler sur l'endettement. 3,6% de rendement du dividende, c'est pas mal, avec un payout ratio à 48%, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. On est à 70%, ça reste raisonnable. Nouveau indice, je pense que le marché est très pessimiste à cause des mauvaises annonces récentes, mais là, c'est raisonnablement valorisé, hein, pour une boîte qui a beaucoup de croissance et qui est très rentable. Après, les pharma en Europe, elles se négocient pas des multiples très élevés, justement à cause des risques spécifiques. C'est le cas pour Novo Nordisk, mais Novo Nordisk, c'est quand même la numéro 1 en Europe, donc à considérer, à mettre en watchlist si vous êtes intéressé par ce secteur, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, on est sur Siemens, conglomérat industriel allemand, 195 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance plutôt moyenne, 18 en VE sur EBITDA, 24 en price earning et 18,5 en price to free cash flow. C'est plutôt une boîte qui va générer du free cash flow maintenant vu qu'elle est assez mature. Donc il vaut mieux regarder le multiple de free cash flow. Ça reste relativement cher, je trouve, parce que d'un côté vous avez une croissance qui est moyenne, ça c'est la croissance totale, hein, donc il y a aussi de l'externe là-dedans. Vous avez une rentabilité qui est moyenne. Après, bon, pour l'industrie, ça reste bien, hein, parce que c'est intensif en capital, donc c'est pas mal. Mais attention qu'il y a beaucoup de dettes, hein, 3,6 fois les EBITDA en dette nette. Donc il faut regarder s'il n'y a pas des obligations locatives dedans. Il faut retraiter la dette nette. Mais si on est à ce niveau-là, c'est compliqué. 2,4% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 41%, on peut monter le dividende. Ça pourrait donner un peu d'attrait à ce dossier. Autrement, moi, je trouve qu'il est pas terrible. Je passe sur Siemens. Deutsche Telekom, l'opérateur télécom allemand, 177 milliards de dollars de market cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. Bonne croissance, je pense d'ailleurs du changement de périmètre, ils ont T-Mobile aux US, de mémoire. Donc je pense qu'il faut regarder la croissance organique, elle doit être à 0, hein, la croissance organique. 7 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 5 en price to free cash flow. Les télécoms, ce sont des machines à générer des free cash flow, donc il vaut mieux regarder plutôt ce multiple-là. Et on est complètement value, hein, sur Deutsche Telekom. Il faut regarder s'il y a l'État allemand au capital, hein. Auquel cas, moi je trouve ça un peu dommage. Mais s'il n'y a pas l'État allemand au capital, ça peut être intéressant pour un rentier, quoique. Alors on va regarder. 7,6% de rendement du dividende, de rendement des capitaux investis. C'est bien pour une télécom, c'est pas mal. 2,6 fois les EBITDA en dette nette. Eh bien, c'est pas très lourd pour une télécom, hein. Les télécoms peuvent aller jusqu'à 5 fois, puisqu'elles ont des taux d'intérêt préférentiels grâce à leur forte visibilité sur les cash flows. Et on a 2,9% de rendement du dividende. Le dividende, il n'est pas très élevé. Le rendement du dividende n'est pas très élevé pour une télécom. Dommage. On a un payout ratio de 46%, mais ouais, il pourrait monter à peut-être 70% sans problème, hein. Donc on pourrait facilement avoir du 4% de dividende sur Deutsche Telekom. C'est pas la plus généreuse, hein, dans le secteur. Autrement, je trouve que c'est plutôt value, hein, comme dossier. Donc peut-être à considérer. Ensuite, on est sur Accenture. Alors, elle a son siège social en Irlande, même si c'est une société d'apparence américaine. Ils sont irlandais. Vous pouvez avoir du Accenture en PEA d'ailleurs. 159 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc forte croissance sur les ESN, c'est surtout de la croissance externe, hein. Ils rachètent des cabinets de conseil à droite à gauche, des ESN à droite à gauche. Pour l'instant, on est en bas de cycle sur les ESN, mais Accenture résiste bien. Donc moi je pense que c'est un dossier qui est pas si mal. Alors, ça paye 13 fois la VE sur EBITDA, 20 en PE, 15 en price to free cash flow. Actuellement, il n'y a pas de croissance, donc c'est plutôt ce multiple qu'il faut regarder, hein, les free cash flow. C'est raisonnable, on va dire. Ça s'est payé beaucoup plus cher, hein. Habituellement, Accenture a des multiples américains, on va dire, hein, pas européens. Donc au niveau américain, ça, c'est pas très cher, hein. 24,5 en rendement des capitaux investis, forte rentabilité, donc c'est très bien. Cash net sur le dossier, c'est normal, on est très rentable. 2,3% de rendement du dividende avec des free cash flow supérieurs au bénéfice net. On pourrait facilement monter ce dividende. Après, les ESN, c'est pas un secteur qui est pourvoyeur encore de dividendes, hein. Ils sont encore en phase de croissance. Ils arrivent peut-être en phase de maturité, donc c'est pour ça que les dividendes commencent à être un peu intéressants. Mais ça le sera beaucoup plus à l'avenir, sans problème. Donc Accenture, moi je trouve que c'est un dossier qualitatif pour se positionner sur une reprise du cycle des ESN. Allez, Allianz, l'assureur numéro 1 en Europe, c'est une allemande celle-là, 153 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple qu'il faut garder pour les assurances, c'est le price earning, on a 15, c'est trop cher. Il faut avoir moins de 10, il faut être à moins de 10 pour une assurance pour avoir une marge de sécurité parce que c'est risqué. Et pareil, il faut avoir une décote sur actifs tangibles.
qu'on n'a pas du tout ici. Donc, Allianz, ça me semble risqué pour les assurances, c'est risqué, hein. Donc, moi, je suis ultra prudent sur les assurances, mais peut-être trop, hein. Mais pour moi, il faut un peu en dessous de 10 et une décote sur actif tangible. Sinon, je regarde pas. Rendement des fonds propres à 16%, ça c'est bien. Il faut au minimum 10% vu les leviers qui sont engagés par les assurances. Mais là, c'est bien. On a 4,5% de rendement du dividende. C'est pas la plus généreuse, hein. Mais bon, ça mérite d'être correct comme rémunération. Ça nous donne quoi comme payout ratio? Si on a un bénéfice net de 10 milliards et si on fait, allez, on va dire 5% de 152, ça doit faire 3 milliards, 4 milliards, 3 à 4 milliards. Donc on est en dessous du payout ratio on est en dessous de 50% en payout ratio. Donc plutôt bien Alliance pour peut-être un rentier, mais il y a mieux à faire, hein. AXA est peut-être plus généreuse. Donc moi je passerai. Aditex, plus connu sous les noms de sa marque Zara. C'est la première société espagnole. 59 milliards de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc forte croissance, hein, Inditex, ça reste pas mal, hein. 12 en VE sur EBITDA, 22 en PE. Après, sur free cash flow, on n'a pas la métrique, ça s'est pas chargé. Bon, il faudrait regarder. Mais ils ont des free cash flow, hein, sans problème. Je trouve que c'est raisonnablement valorisé, Inditex, hein, pour la qualité que c'est. Bonne croissance. Rendement des capitaux investis à 23%. Et le rendement des fonds propres est encore plus élevé parce qu'ils rachètent leurs actions pour les annuler. Cash net sur le dossier. 4% de rendement du dividende. Ça nous fait quoi comme payout ratio? Allez, ça nous fait, on va dire, 4 milliards peut-être. 3,5, 4 milliards. C'est soutenable en termes de bénéfices nets pour regarder par rapport au free cash flow. Inditex, j'aime bien, hein, j'aime bien. C'est qualitatif. Croissance, bon fonds de croissance, énorme rentabilité, en plus il y a du dividende, pas de dette à signaler, c'est pas mal, hein. Eaton Corporation, donc là c'est une société américano-irlandaise spécialiste dans les équipements électriques, 51 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, il n'y a pas beaucoup de croissance. Les multiples sont élevés, hein, 25 en VE sur EBITDA, 36 en PE, 42 en price to cash flow. Pourquoi est-ce que c'est aussi élevé? Est-ce que c'est parce que la croissance accélère? Et vu qu'on est sur la tendance séculaire de l'électrification, peut-être que Eaton en profite, peut-être que c'est un peu comme Schneider Electric, donc peut-être que c'est pour ça que les multiples sont élevés, mais je trouve ça très élevé, hein. Pour la croissance qu'il y a eu sur 5 ans, maintenant je sais très bien que la croissance dans le secteur de l'équipement électrique est quand même amenée à augmenter, mais bon, on a une rentabilité qui est correcte, 14% vraiment les capitaux investis, c'est pas mal, un peu de dette à signaler quand même, 1,5 fois les EBITDA en dette nette, un petit dividende de 1,2% avec un payout ratio de 39%, soutenable via les free cash flow. Bon, moi je trouve ça cher, hein. Mais après, s'il y a des catalyseurs et s'il y a une forte croissance qui est attendue, c'est normal que ces multiples soient élevés, mais je trouve ça cher. Si vous en savez plus sur Eaton, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Spotify, donc là, c'est le géant suédois et mondial du streaming musical et même maintenant de podcast, hein, de streaming audio, on va dire. 134 milliards de dollars de market cap, 18% de croissance de chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc énorme croissance. Bon, les multiples sont dans l'espace, hein. C'est les multiples américains et d'ailleurs ils sont cotés aux États-Unis, donc c'est pour ça que les multiples sont aussi élevés. Mais là, ça va beaucoup trop loin, hein. 55 en VO sur EBITDA, 54 en PE, 40 en price to cash flow, ça va vraiment, vraiment très loin. Ils sont à 20% vraiment les capitaux investis, c'est très rentable, pas de dette à signaler, pas de dividende à signaler. Bon, Spotify, là il faudra attendre quand même que ça se dégonfle, là, c'est hyper cher. Allez, qu'est-ce qu'on prend dans la liste? Bon, si vous faites de la value, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Ça va être Deutsche Telekom. Après, c'est des multiples un peu de croissance à prix raisonnable. Donc Novo Nordisk, oui. ASML, oui. Inditex, oui. Les autres, plutôt à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.